Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Le train de la paix et de la réconciliation redémarre pour la 4e année consécutive. Objectif, recoudre le tissu social, favoriser le vivre ensemble et la cohésion sociale. Le gouvernement s'appuie cette année sur l'une de nos valeurs cardinales pour atteindre cet objectif. Le thème de la Sénaré 2025 est l'héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. La rentrée scolaire 2024-2025, c'est dans 2 semaines. Le ministre de l'Éducation nationale a rencontré cet après-midi les syndicats et les partenaires de l'éducation pour faire le point des préparatifs. Dr Amadou Sissavané a remercié ses interlocuteurs pour la réussite de l'année scolaire écoulée. L'AES fait rêver, l'AES séduit grâce à la vision des 3 chefs d'État. Le journal La Jeune Afrique a réalisé un sondage dans 6 pays de la sous-région. Les personnes touchées se disent impressionnées par l'élan de solidarité des peuples de l'espace confédéral avec à la clé des réalisations concrètes. Le décryptage de Bemba Sibi dans cette édition. L'honneur est fait au Mali pour abriter le tournoi de football UFOA des moins de 17 ans. Cette compétition de la CAF se déroulera du 3 au 18 octobre prochain à Bamako et Koulikoro. Le tirage au sort a eu lieu ce matin. Le Mali évoluera dans le groupe en compagnie du Libéria, de la Guinée-Bissau et de la Gambie. Si vous constatez des signes suivants, engourdissement du visage, trouble de la vision et de la parole, c'est le début d'un AVC, accident vasculaire cérébral. Ce jour, nous nous intéressons à une forme très grave qui fait beaucoup de victimes. Il s'agit de l'AVC ischémique. Si la prise en charge n'est pas effectuée à temps, la personne touchée peut faire le reste de sa vie avec les séquelles de l'AVC et dans les pires cas, des décès. Vous servir est un réel plaisir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de 20h. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a présidé ce matin l'ouverture des activités de la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation nationale. Le thème retenu cette année est l'héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. Pour le chef du gouvernement, cette approche met en avant les valeurs, les normes, les traditions, les symboles qui ont façonné la mémoire collective du Mali et dans les autres pays de l'AES. Le reportage de Mamari Kone et Aliou Touré. Les Maliens aspirent à la paix et à la réconciliation, ce qui explique la forte mobilisation autour de la célébration de la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation, placée sous le thème héritage culturel, le facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. La Semaine nationale de la réconciliation a été instituée par la loi d'entente nationale de 2019 et célébrée sur l'ensemble du territoire national. Elle vise à informer, sensibiliser et mobiliser l'opinion publique sur les acquis
les enjeux et les défis de la réconciliation. C'est l'occasion pour nous de célébrer les idéaux du vivre ensemble et de la cohésion sociale à travers des activités éducatives, socioculturelles, artistiques, sportives et mémorielles. Pour rappel, le 31 décembre 2023, son Excellence, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, lors de son adresse à la nation, a annoncé la tenue du dialogue intermalien visant, je cite, à privilégier l'appropriation nationale du processus de paix. Fin de citation. Cette heureuse initiative s'est déroulée en 2024 et a permis l'élaboration d'une charte nationale pour la paix et la réconciliation. C'est le lieu de réitérer nos chaleureuses félicitations à M. Ousmane Issoufi Maïga et à tous les membres de la commission qu'il a présidée. Cette vision politique consistant à laver le linge sale en famille confère à la Semaine nationale de la réconciliation une toute autre dimension portée sur la promotion des mécanismes endogènes et la souveraineté de notre pays. Cette année, la thématique traite de la valorisation du patrimoine sahélien comme levier de cohésion, la célébration de la mémoire collective de la Confédération AES et la mobilisation des femmes et des jeunes autour des valeurs de paix et le dialogue interculturel pour renforcer l'intégration régionale. Les délégations du Burkina Faso et du Niger sont présentes à la cérémonie de lancement. En effet, le chef de l'État a décrété l'année 2025 comme année de la culture pour replacer la culture au cœur des politiques publiques, renforcer la souveraineté culturelle de notre pays, faire des expressions artistiques et culturelles des leviers de paix, de réconciliation et de vivre ensemble. Le thème de cette année met en avant les valeurs, les normes, les traditions, les symboles et les récits partagés qui ont façonné la mémoire collective du Mali et des autres pays membres de la Confédération des États du Sahel, en vue d'en faire des instruments concrets de réconciliation et de résilience, d'une part, puis de co-construction de la paix, d'autre part. Parmi ces valeurs, facteurs de paix et de cohésion sociale, on peut citer le Sinankouya, ce cousinage à plaisanterie qui désamorce les tensions et nous rappelle que nous sommes avant tout une grande famille. Le Sigignoronien et le Bouragna, le bon voisinage et les liens de mariage, piliers de notre vivre ensemble. Et les Nimugoya, l'honneur et la dignité qui doivent guider chacun de nos actes. Un programme riche et varié est proposé pendant la semaine du 15 au 21 septembre 2025. Il s'articule autour de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation, des manifestations artistiques et culturelles, des compétitions sportives, des campagnes de reboisement et la remise du prix annuel pour la promotion de la paix. La Semaine nationale de la réconciliation de cette année prévoit de raviver la mémoire collective en valorisant les croyances communes et les pratiques culturelles comme vecteurs d'unité, de mobiliser la jeunesse et les femmes autour de la transmission des valeurs ancestrales de paix, de mettre en exergue le dialogue permanent entre les cultures de l'espace sahélien pour renforcer l'intégration et la fraternité au sein de notre confédération, de donner une dimension internationale à l'année de la culture au Mali en positionnant notre pays comme un acteur majeur de la diplomatie culturelle de la paix. Ces actions cadrent parfaitement avec la vision et les orientations de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ainsi que les recommandations de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. Le Premier ministre chef du gouvernement a ensuite procédé à l'ouverture de l'exposition de peinture et de photographie. La visite guidée a permis aux officiels d'apprécier le talent de nos artistes. Et dans le cadre de la semaine de la réconciliation, à partir de ce soir, nous faisons un focus sur les structures relevant du ministère de la réconciliation, de la paix et de la cohésion sociale. Zoom ce soir sur le travail du secrétariat général de la CNRE et les différentes commissions mises en place à cet effet. C'est cette équipe considérée comme étant la cheville ouvrière qui a reçu la visite de notre équipe de reportage, Nyanya Alou Traoré et Tayeba Diawiakwe. Suivons ensemble. Du 15 au 21 de ce mois, comme chaque année d'ailleurs, depuis 2022, nous célébrons les idéaux du vivre ensemble et de cohésion sociale à travers la Semaine nationale de la réconciliation, CNAR. La réussite de la CNAR, c'est la réussite de tous les Maliens. Donc vraiment, nous invitons tous les Maliens à se fondre dans cette Semaine nationale de la réconciliation pour la paix, pour la
réconciliation nationale. Il faut que la réconciliation nationale ne soit pas un mot, mais une réalité. Au moment de notre passage dans les bureaux des différentes commissions mises en place pour l'événement, l'ambiance était visiblement sereine. La commission est prête et elle est sur tous les fronts pour la réussite de cette 4e édition. Pour en arriver là, un travail de titan est mené avec comme chef d'orchestre le secrétaire général du ministère de la Réconciliation nationale. Il y a exactement un an de cela que le ministre, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé disait, je cite, « C'est ensemble, dans nos différences et par notre diversité que nous rebâtirons un Mali réconcilié si chacun de nous donne le meilleur de lui pour la nation. » La CENAR est à sa 4e édition et cet idéal voulu par les autorités de la transition est-il toujours d'actualité? Nous allons voir le secrétaire général du ministère de tutelle. Il va nous dire où est-ce qu'on en est avec cette 4e édition. Oui, il y a beaucoup d'acquis. Je pense que la CENAR aujourd'hui s'est inscrit comme un événement important pour la République du Mali. Donc avant, on ne parlait pas de CENAR, mais les 3 dernières éditions plus l'édition de cette année donc, montrent effectivement que la CENAR s'est inscrite de façon permanente par rapport à l'agenda de la réconciliation du département et de l'ensemble du pays. Toute une semaine pour sensibiliser les acteurs nationaux et internationaux sur le processus de la réconciliation et de la paix au Mali. Identifier les défis d'une paix inclusive et durable. C'est d'ailleurs l'une des raisons d'être du ministère, d'où ce slogan. C'est pour la paix, aucun sacrifice n'est de trop. C'est une semaine de mobilisation tout d'abord et c'est une semaine qui doit fédérer l'ensemble des Maliens sur le chemin de la réconciliation et également demander à la jeunesse de façon particulière à ce qu'elle s'implique de façon effective dans toutes les activités qui vont jalonner cette semaine de la réconciliation. On invite la presse nationale à s'approprier cette 4e édition puisqu'il s'agit de la Semaine nationale de la réconciliation. Nous allons organiser des débats donc, sur l'approche DCC, donc il y a une nouvelle approche pour réconcilier le développement et la réconciliation. Nous avons 2 grands projets qui mettent les communautés au cœur de leur propre développement, donc en les donnant des fonds et en les demandant d'identifier leurs propres besoins, que ce soit des projets de santé, d'éducation, d'accès à l'eau. Donc eux-mêmes, ils vont mettre ça en œuvre. Nous allons faire aussi des débats sur le genre comme facteur de paix, appuyer les orphelins à travers la pouponnière, faire en sorte que nous puissions parvenir à la paix en utilisant comme instrument notre socle d'héritage culturel. La CENAR doit surtout servir de tremplin pour faire la promotion du patriotisme, du civisme et de l'éducation. Si Bamako et les capitales régionales sont sollicités pour leur accompagnement, il n'en demeure pas moins pour la diaspora malienne dont la participation très active est attendue cette année. Elle concerne tous les Maliens, d'où qu'ils soient. C'est la CENAR des Maliens de l'intérieur et de l'extérieur. Donc la diaspora a un rôle essentiel à jouer pour accompagner cette 4e édition de la CENAR. La CENAR, c'est Bamako, mais ça concerne aussi l'ensemble des régions, donc avec la collaboration de l'ensemble des gouverneurs et puis des équipes régionales de réconciliation qui sont nos démembrements, mais également la diaspora à travers les ambassades qui vont animer les différentes activités de réconciliation et de cohésion. Au niveau de la direction des finances et du matériel du département, les regards sont concentrés sur les documents. La semaine, on va la tenir ou pas? On la tiendra, bien sûr. Il y a l'argent qui est déjà là. Ah, on fera avec ce qui est disponible. N'est-ce pas? Oui. Le fonds est disponible. On nous donne par un mandat. On nous a fait une première tranche. Et au cours de l'exécution, on peut donner le reste. Donc la disponibilité du fonds ne nous fait pas défaut. On va continuer à faire l'exécution. Et le budget nous est imputé par un mandat de délégation et qu'on met au niveau de la régie
on fait l'exécution. Et après les activités de la CNRE, on a le devoir et l'obligation de faire le bilan et de justifier les fonds qu'on a dépensés. Donc par rapport à la CNRE, c'est ça le rôle de la DFM. 2025 décrétée année de la culture. Cette édition de la CNAR a été mise sous ce sceau avec le choix du thème et les activités y afférentes. Le thème de cette année, c'est l'héritage culturel, facteur de paix, de cohésion sociale dans l'espace AES. Nous voulons utiliser nos héritages culturels pour renforcer le socle de la cohésion nationale et de la paix. Cette année a été l'année d'aboutissement du dialogue intermalien, qui a abouti à l'élaboration de la charte. On dit que c'est le deuxième Kouroukanfouka. Kouroukanfouka, c'est un héritage qui ont été légués par nos ancêtres. Et la charte de 2025 pour la paix et la réconciliation fait partie aussi nous voulons laisser ça comme un héritage pour les générations futures. On aura comme activité phare cette année des séances de plantation d'arbres dans le cadre de la paix et également la nuit de la réconciliation, pour laquelle il y aura une remise des prix annuels pour la paix et la réconciliation. Le Sahel traverse depuis plus d'une décennie une crise multidimensionnelle et multisectorielle. Une crise qui a embrasé toute la zone avec son lot d'insécurité grandissante et généralisée et une recrudescence des conflits inter- et intracommunautaires. La CNAR s'offre comme une piste de solution dans la perspective d'endiguer cette situation très préoccupante pour l'AES en général et pour le Mali en particulier. Depuis l'année dernière, la CNAR s'est inscrite de façon sous-régionale. Cette année également, nous allons inviter des artistes de l'AES qui vont aussi faire des prestations pour passer des messages de paix et de réconciliation. À Tombouctou, Kita et Nara, le lancement de la Semaine nationale de la réconciliation a été marqué par des conférences-débats sur le thème « L'héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES », suivant les reportages de nos correspondants régionaux Idrissa Keita, Mahamadi Aliou Bari et Idrissa Goulou Sissoko. Cette 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation vise essentiellement à valoriser et à promouvoir l'héritage culturel sahélien comme levier de paix, de réconciliation et de cohésion sociale dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel AES. Cette Semaine nationale de la réconciliation est une opportunité de rendre hommage et d'exprimer ma gratitude à celle de nos communautés, au général de corps d'armée Ismaël Ouagué. J'en veux pour preuve la mise en œuvre du projet PCRSS. Je citerai aussi comme exemple le projet Malidenko qui vise à établir un cadre propice de dialogue à l'engagement des communautés dans le processus de développement. Cette Semaine nationale de la réconciliation doit être mise à profit par l'ensemble des acteurs de prôner la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale, car les leviers ne manquent pas. La charte pour la réconciliation aujourd'hui, c'est les tableaux de bord dans lesquels chaque citoyen doit puiser ce qui est essentiel, ce dont il a besoin pour que vraiment les Maliens puissent avancer ensemble. La Semaine nationale de réconciliation est une occasion pour la région de Tombouctou qui accueille la phase nationale de la biennale artistique et culturelle de jeter les bases d'une société tolérante, hospitalière et en paix. La commission régionale d'organisation a adopté un programme d'activité qui permettra de mettre en avant les valeurs, les normes, les traditions, les symboles et les récits partagés qui ont façonné la mémoire collective des communautés du Mali, du Burkina Faso et du Niger, à l'effet d'en faire des instruments concrets de réconciliation, de résilience et de co-construction de la paix. Conformément à la vision de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, la semaine sera marquée par des conférences-débats. Les participants ont suivi une conférence sur le thème de cette édition, à savoir « Héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES ».
Le premier acte de la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation dans la capitale de l'Arachide a été une conférence débat qui avait pour thème « Héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES ». Occasion pour les couches socio-professionnelles de Kita de s'interroger sur les responsabilités et leur détermination à œuvrer davantage vers une réconciliation réelle dont notre pays a besoin. Tout ce qui est pertinent à vous dire aujourd'hui, c'est fini le temps d'écouter tous les vacarmes des ennemis de la nation. Partout dans le monde, c'est le déluge. Nous suivons donc la clairvoyance de nos plus hautes autorités de la transition. Cette rencontre n'est pas seulement une cérémonie officielle, mais un appel du cœur. L'appel à résister les liens de fraternité, à guérir les blessures de nos divisions et à bâtir ensemble une nation réconciliée, juste et prospère. Pour les intervenants, le temps est venu de faire sacrifice de certaines considérations au bénéfice de l'intérêt supérieur de nos populations et de notre patrie commune. J'ai senti une mobilisation réelle. Ça veut dire que la réconciliation dont il est question, Keita avait adhéré en cela. Nous, en tant qu'acteurs de la réconciliation et de la paix, il faudrait que nous parlons le même langage. Il faut que nous acceptons la diversité culturelle. Il faudrait que nous acceptons le brassage humain. Il est de notre devoir de créer les conditions d'un retour à nos valeurs ancestrales et séculaires pour réconcilier tous les pans de notre société, mettre ensemble toutes les composantes de notre pays afin de continuer à faire émerger une unité nationale plus solide, ancrée dans les valeurs d'écoute mutuelle, de vivre ensemble et de pardon. C'est à ces prix que nous pourrions utilement orienter nos énergies ainsi que nos intelligences vers le véritable développement socio-économique et culturel de notre belle région, la région de Kita. Des sketchs et prestations diverses sur la paix et la cohésion dans l'espace AES ont émaillé ces lancements. Dans un esprit de paix, de solidarité et de cohésion nationale, la région de Nara a lancé les activités de la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation Sénar. Une semaine placée sous le thème national « Héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES ». Cette semaine que nous célébrons aujourd'hui doit être une occasion pour nous les Narois de se parler, de se côtoyer et de se pardonner pour l'union sacrée autour de notre région, afin de bâtir un Mali nouveau. Point d'orgue de cette matinée, une conférence sur le thème « Portrait et message de paix ». Djoko Nemaya a permis d'ouvrir la réflexion sur les valeurs humaines comme fondement de la cohésion sociale. Si nous voulons bâtir une société juste et équilibrée, une société apaisée comme on le souhaite, dans le cadre de la cohésion sociale et tous les mots dont nous souhaitons, il faut vraiment que nous cultivons ces vertus-là. La région de Nara est riche d'une diversité ethnique et culturelle remarquable et depuis toujours un creuset de paix, d'hospitalité et de résilience. La Semaine nationale de réconciliation 2025 vient donc à point nommé pour réaffirmer l'importance de notre héritage culturel dans la consolidation de la paix. À travers cette initiative, les autorités et la population de Nara confirment leur volonté de faire de la réconciliation un véritable levier de stabilité et de développement. Le même exercice s'est déroulé dans les régions de Dioïla et Koutiala. Cette initiative des autorités visant à recoudre le tissu social est saluée par l'ensemble des participants. C'est ce que nous disent Brahima Kone et Moustapha Doumbia. L'intonation de l'hymne national du Mali puis de celui de l'AES par les pionniers pour marquer le lancement des activités de la Semaine nationale de la réconciliation à Dioïla. Deux actes patriotiques hautement significatifs eu égard au thème de la conférence initiée dans le cadre de cette 4e édition, à savoir héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. Nous avons parlé comme les éléments de l'héritage culturel, comme la Sénagouya, la Djatikia, la plaisanterie apparentée,
l'hospitalité sont des éléments qui nous permettent effectivement d'éviter, comme on appelle, l'escalade des conflits. Si vous voyez qu'avec tous ces problèmes, malgré toutes les difficultés d'aujourd'hui, les Mali tiennent toujours. Les Mali tiennent toujours et les Mali résistent encore. C'est parce que nous avons encore ces valeurs-là. Aussi paix soit-elle. Le lancement de la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation a mobilisé les préfets et sous-préfets de la région, les chefs de service, les représentants des confessions religieuses et des organisations de la société civile. Les initiatives n'ont pas manqué pour consolider les vivre ensemble. L'accord de Tamaracet de 1990, le pacte national de 1992, l'accord d'Alger de 2006, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger de 2015, le dialogue inclusif de 2019, les assises nationales de la refondation de 2021, l'élaboration et l'adoption d'une charte pour la paix et la réconciliation, l'institutionnalisation de la semaine de la réconciliation. La présente édition de la Semaine nationale de la réconciliation nous invite donc à réviser nos mécanismes ancestraux de vivre ensemble, de prévention et de gestion pacifique des conflits. La région de Dioïla prévoit d'autres activités dans le cadre de la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation. Au sujet de la Semaine nationale de la réconciliation présidée par le gouverneur de région général de division Abdoulaye Sissé, la salle de conférence du gouvernorat de Koutiala a refusé du monde. La Semaine nationale de la réconciliation nous offre une belle opportunité d'approfondir notre réflexion, de renforcer notre action et de consolider notre engagement collectif pour la paix et la stabilité dans notre région et dans notre espace AES. La célébration de la Semaine nationale de la réconciliation vise à replacer la culture au cœur des politiques publiques. Aussi permet-elle de renforcer la souveraineté culturelle du Mali, la quiétude et le bon voisinage. D'où le thème héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. Il s'agit de mettre en avant les valeurs, les normes, les traditions, les symboles et les récits partagés qui ont façonné la mémoire collective des communautés du Mali et des autres pays de l'AES, afin d'en faire des instruments concrets de réconciliation et de résilience d'une part, puis de construction de la paix d'autre part. En plus du thème national, les Koutialais ont choisi de communiquer sur une thématique relative à la mobilisation citoyenne autour des valeurs de solidarité et de paix. Le gouverneur a invité les forces vives de Koutiala au renforcement de la fibre patriotique et à la couture du tissu social. Et ce communiqué, l'état-major général des armées informe les populations du district de Bamako et environ qu'en raison de l'exercice de défilé prévu dans le cadre de la commémoration des festivités du 22 septembre 2025, le trafic sera momentanément interrompu dans la matinée du mardi 16 septembre 2025 sur les tronçons ci-après. Axe Kandig, boulevard Siège Ecobank, axe EN-Soup, monument de l'indépendance. Le trafic normal est rétabli dès la fin des exercices de défilé. Le chef d'état-major général des armées s'est compté sur la bonne compréhension et l'esprit patriotique des usagers. La rentrée scolaire 2024-2025, c'est dans 2 semaines. Le ministre de l'Éducation nationale a rencontré cet après-midi les syndicats et les partenaires de l'éducation pour faire le point des préparatifs. Dr Amadou Sissavané a remercié ses interlocuteurs pour la réussite de l'année scolaire écoulée. Le reportage de Fadema Keita. Une année scolaire ne saurait être normale ou répondre aux attentes sans une prise en amont des dispositions indispensables. Les échanges avec les secrétaires généraux et représentants de la vingtaine de syndicats d'enseignants s'inscrivent dans ce cadre. Au cours de la rencontre, les syndicalistes se disent préoccupés par l'éventuelle suspension des salaires de leurs collègues considérés fictifs alors qu'ils sont en possession de leur récépissé d'enrôlement. Le non-paiement des heures supplémentaires des professeurs du secondaire.
À ceci s'ajoute le non-redéploiement jusqu'alors des détenteurs de licences et le manque d'infrastructures scolaires. Il y a certaines personnes aussi, n'est-ce pas, qui évoluent dans notre secteur. On leur a donné, n'est-ce pas, des numéros matricules. Maintenant, c'est ce qui a enregistré, n'est-ce pas, le cas de doublon. Donc on a dit maintenant, tous ceux qui sont, n'est-ce pas, le doublon, c'est une instruction ferme, n'est-ce pas, de la haute sphère de suspendre, n'est-ce pas, le salaire. Concernant, n'est-ce pas, les 36 000 dont vous avez parlé, non, quand ils viendront, n'est-ce pas, pour s'enrôler, avec les éléments, n'est-ce pas, qu'il fallait, ils vont être, n'est-ce pas, mis dans leurs droits. Et des dispositions sont en train d'être prises pour que, à chaque fois, n'est-ce pas, que vous êtes enrôlé, maintenant on prend des dispositions pour avertir qui de droit, c'est-à-dire des services financiers, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, réparer, afin que vous puissiez avoir, n'est-ce pas, leur salaire. Donc je pense que ce dispositif-là aussi est en cours. Nous sommes disposés au dialogue et je pense que le département a réitéré sa disponibilité pour un dialogue franc et constructif. Donc nous sommes dans cette logique. Donc c'est une synergie d'action qu'il faut que le gouvernement mène pour que nous ayons une rentrée réussie. Le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'enseignement privé catholique affirme qu'aucun éclaircissement ne leur a été donné sur leur sort. Notre situation à ce stade est toujours sans solution. Il se trouve que voilà, nous sommes licenciés et selon les estimations de l'employeur, nous sommes 1645 enseignants et nous avons déjà reçu nos lettres de licenciement. Notre vœu le plus ardent, c'est si l'État également veut que vraiment, c'est-à-dire l'éducation soit performante, l'éducation nationale soit performante, mais pourquoi laisser ce personnel compétent aller au chômage? Malgré tout, les ministres des tutelles et les syndicalistes se disent optimistes. Ce dialogue qu'on essaie de cultiver tout le temps, qui permet à la grande famille qui est l'éducation nationale d'engranger des avancées, d'engranger des succès. Les autorités actuelles sont engagées pour que tous les secteurs marchent, à commencer par l'éducation nationale. Dans la symbiose, les deux parties promettent œuvrer pour que l'année scolaire 2025-2026, qui démarrera le 1er octobre 2025, soit une réussite. Nous restons avec Fademba Keïta pour nous faire revivre les temps forts de la cérémonie de remise de prix de l'excellence à certains candidats admis au baccalauréat cette année. C'est une initiative de la Fondation Soumaïla Cissé, une manière de perpétuer la mémoire de l'ancien président de l'URD. La cérémonie s'est déroulée le week-end dernier en présence de plusieurs personnalités. Suivant. Oumar Diakité, premier national au baccalauréat malien édition 2025, mention excellent avec 18,15 de moyenne, reçoit des mains du représentant du ministre de l'Éducation nationale le prix d'excellence de la Fondation Soumaïla Cissé pour l'espoir et l'excellence. Tout comme son second, Abouakar Traoré, qui a eu une moyenne de 16,21, mention très bien, ils obtiennent chacun un chèque de 600 000 francs CFA. Quant à Gaussou Keita et Manuma Diabaté, ils empochent chacun 500 000 francs CFA. La Fondation Soumaïla Cissé nous a soutenus avec des moyens matériels quand nous en avions besoin. Elle nous a offert un appui moral quand le découragement nous guettait. Et elle a cru en nous quand nous doutions de nous-mêmes. Grâce à vous, nous avons appris qu'au-delà des cours et des examens, la réussite se construit avec la solidarité, la confiance et l'encouragement. La Fondation n'accompagne pas ses lauréats seulement au moment de la distinction. Nous les suivons depuis le DF, nous les encourageons après le baccalauréat et nous les ambitionnons même de continuer à les soutenir tout au long de leur parcours universitaire et post-universitaire, car c'est dans la continuité que se construit une véritable culture de l'excellence. Elle tient à une jeunesse instruite, responsable et tournée vers l'avenir. C'est pourquoi elle promet. Ceux qui ont obtenu les mentions excellent, très bien et bien bénéficient d'un bonus de 100 000 francs CFA. Et pour ceux qui ont une bourse en dehors de la Fondation et qui ont obtenu la mention excellent, très bien et bien, nous leur accordons pendant 4 ans
sur une période de 9 mois par an, un complément mensuel de 25 000 francs CFA. Mais comme naturellement, ils doivent rester dans l'excellence durant ces 4 ans. C'est ça la condition. En célébrant l'excellence, eh bien, c'est matérialiser l'idéal de Soumaïla Cissé qui a été durant sa vie un modèle d'excellence. Précisons que le prix d'excellence a été lancé le 18 décembre 2021 lors de la création de la Fondation Soumaïla Cissé pour l'espoir et l'excellence. La présente remise des prix de 2025 est aussi couplée au lancement officiel du fonds de soutien aux lauréats bacheliers du prix d'excellence Soumaïla Cissé. Parlons toujours de l'éducation avec la tenue très prochaine du salon de la rentrée universitaire. Il est prévu à partir du 24 septembre ici à Bamako. Le salon se veut un cadre d'information pour les futurs étudiants sur leur orientation et le choix des filières. L'information a été donnée par le directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au cours d'une conférence de presse. Le reportage de Aminata Brahima Ouedraogo et Yaya Kone. Après l'obtention du baccalauréat, les portes de l'université s'ouvrent aux nouveaux diplômés, les projetant dans un univers complexe, riche en opportunités, mais aussi en défis. Afin d'accompagner ces jeunes dans une orientation éclairée, le salon de la rentrée universitaire se présente comme une réponse concrète à leurs interrogations, avec un accent particulier porté sur le choix des filières et l'adéquation entre formation et marché de l'emploi. Il faut avoir toutes les informations nécessaires pour faire un choix de filière en fonction de ce qu'on veut faire après la formation. Plus de 5000 participants sont attendus pour cette première édition du salon qui se tiendra sur 3 jours. Universitaires, employeurs et formateurs se réuniront pour exposer les défis liés à l'employabilité des jeunes et à l'inadéquation persistante entre la formation académique et les besoins du marché du travail. Ce salon a pour objectif d'informer d'abord et d'orienter les néo-bacheliers. Nous avons jugé nécessaire qu'il était important aussi de donner la place aux entreprises qui vont parler des sujets d'actualité. Ce rendez-vous, inédit dans sa forme, entend fédérer les principaux acteurs du monde universitaire. Il ambitionne non seulement d'orienter les futurs étudiants, mais aussi de susciter une réflexion collective sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Mali. Nous sommes des établissements qui vivons de nos propres ressources, des ressources que nous engageons. Ce salon offre une réelle visibilité de nos institutions et surtout une grande lisibilité sur nos offres de formation. C'est la toute première édition du Salon de la rentrée universitaire. Les acteurs de l'enseignement supérieur issus des différentes régions du Mali pourront y participer, soit en présentiel, soit à distance, grâce aux outils numériques. Par cette démarche, le salon se veut inclusif, tourné vers l'avenir et en phase avec les enjeux de transformation du système éducatif malien. L'AES fait rêver, l'AES séduit grâce à la vision des 3 chefs d'État. Le journal La Jeune Afrique a réalisé un sondage dans certains pays de la sous-région. Les personnes interrogées reconnaissent le bien fondé de la création de l'espace AES et saluent les progrès tangibles réalisés en si peu de temps. Dans le reportage de Bemba Sibi, vous pourrez suivre l'analyse du directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Suivons ensemble. Ne nous y trompons pas, l'AES fait encore rêver les Africains, titre le magazine Jeune Afrique sur son site ce lundi 15 septembre 2025, comme pour dire à l'autruche néocoloniale et ses sous-fifres de sortir la tête du trou de l'ignorance volontaire sur la marche souverainiste adoptée par les pays de l'AES, qui est la seule vraie voie de la renaissance économique, sociale, culturelle, bref, le seul chemin pour le développement tout court. L'Alliance des États du Sahel, dont l'annonce de la mort a été prédite maintes fois après sa naissance, vit aux grandes dames des ennemis, n'en déplaise aux détracteurs.
Mieux, l'organisation se positionne aujourd'hui comme une boussole pour les peuples africains avides de liberté et aspirant à sortir du joug néocolonial. Ce n'est pas les autorités de l'AES qui le disent, loin de là. Ce sont les conclusions de l'enquête menée par Sagassi Recherche pour le magazine Jeune Afrique. La particularité de l'Alliance réside dans ses capacités à se soustraire de toutes sortes d'interférences, qu'elles viennent des États extra-sahéliens ou qu'elles viennent ces interférences des États sahéliens. Donc cette autonomisation de l'agir des chefs d'État de l'AES est quelque chose de très appréciable à la fois par le peuple africain, mais surtout le fait que lorsqu'on met cette alliance en parallèle avec le fonctionnement des institutions sous-régionales et régionales comme la CEDEAO et l'Union africaine, naturellement, il est aisé de comprendre le pourquoi un nombre important d'Africains voient en cette alliance une instance autonome, une instance également efficace et surtout une instance qui ne vit pas, qui n'évolue pas au crochet des puissances outre que sahéliennes. Et parmi les enseignements de l'enquête menée dans 6 pays voisins de l'Alliance des États du Sahel, difficile de ne pas être frappé par le niveau d'adhésion très élevé au principe de cette union, mais aussi à ses premiers résultats enregistrés, souligne l'article signé par le directeur de publication de l'organe. Cette photographie révélatrice de l'état de l'opinion des peuples du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin et du Cameroun, 2 ans après la création de l'AES, va faire perdre le nord à certains détracteurs. C'est une invite, quand on regarde le résultat de manière qui est distante à tous ces chefs d'État qui se retrancheraient dans des positionnements classiques qui consisteraient à sous-traiter à la fois leur souveraineté à des puissances anciennes coloniales, qui continueraient à recevoir des ordres de la part des acteurs qui sont distants des problématiques africaines. Donc naturellement, c'est aussi un appel pressant à l'égard de ces chefs d'État de s'efforcer à trouver une passerelle entre les fondamentaux de la démocratie et les attentes exprimées par les peuples respectifs. De façon simple, c'est une invitation à ces chefs d'État de se dire qu'il est important aujourd'hui d'être audible à toutes ces voix non membres des États de l'AES qui se reconnaissent non seulement dans la pertinence qu'a aujourd'hui cette alliance, mais dans le même temps qui ont la ferme conviction que la philosophie avec laquelle cette alliance fonctionne est une philosophie qui est aussi agréée par ces mêmes peuples non membres des États de l'AES. Donc, en somme, une invitation à ces chefs d'État de revoir ou de réinterroger leur perception vis-à-vis de l'AES, mais surtout une invitation également d'être en phase avec les attentes légitimes dont les différents peuples, notamment en l'occurrence de la CEDEAO, qui aspirerait aujourd'hui à avoir une organisation régionale, sous-régionale davantage autonome. Cela ne fera sans doute pas plaisir à ces chefs d'État d'Afrique de l'Ouest qui, au nom des principes défendus par l'Union africaine et la CEDEAO, ont dès le début condamné et sanctionné les juntes putschistes, a laissé entendre François Soudan sur les antennes des médias de l'Hexagone. Il y a de quoi. 77% des personnes interrogées considèrent l'AES comme une bonne ou une très bonne initiative pour la région, révèle l'enquête. Une opinion largement positive et ce, quel que soit l'âge ou le niveau des revenus des sondés et qui frise effectivement le plébiscite dans le pays comme le Togo, le Cameroun, la Guinée ou en Côte d'Ivoire où le président Ouattara n'a jamais caché son aversion pour la méthode et l'idéologie des militaires sahéliens, a déclaré François Soudan. 66% des Ivoiriens affichent leur approbation vis-à-vis de l'Alliance sahélienne. 65% des personnes interrogées dans les 6 pays se disent également satisfaits des résultats obtenus par l'AES en 2 ans d'existence et 56% jugent faible à très faible la possibilité d'une réintégration au sein de la CEDEAO, conclut l'enquête commandée par Jeune Afrique.
Le gouvernement burkinabé investit près d'1,5 milliard de francs CFA pour mettre les forces de sécurité dans de meilleures conditions de travail. Le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamoudou Sana a inauguré hier les locaux du 23e escadron de la gendarmerie mobile. Le reportage de Hassan Gourabou et Ismaël Saturnin Paris. Cette coupure de ruban, suivie de la visite guidée des locaux, marque l'inauguration officielle de cette infrastructure de sécurité par le ministre de tutelle Mahamadou Sana. Ce nouveau camp de la compagnie républicaine de sécurité CRS, d'une superficie de 12 hectares, comporte un bâtiment administratif moderne, un dortoir, un dispensaire, un château d'eau et une aire d'entraînement, entre autres. Il est le fruit de la collaboration entre l'État burkinabé et le PNUD avec l'accompagnement des populations. La mise en œuvre de cet outil stratégique répond à un besoin de renforcement du dispositif sécuritaire afin de rendre plus efficace la mission régalienne de la police. Que Boromo est une ville stratégique en termes économiques, mais également en termes de protection de la RN1, la RN Ouaga Bobo. Donc ces CRS, au-delà de la sécurisation des habitants et de leurs biens de Boromo, alors ils vont beaucoup contribuer également à la sécurisation de la RN1. C'est avant tout un mot de satisfaction et de reconnaissance à l'endroit du gouvernement pour la confiance placée au PNUD pour cet accompagnement. Et je pense que la réalisation est le témoignage éloquent de la collaboration parfaite que nous avons avec le gouvernement et à travers lui le ministère de la Sécurité. La réalisation de ces joyaux renforce l'espoir des populations qui s'engagent à apporter leur soutien indéfectible au président du Faso et à l'ensemble de son gouvernement. Nous exhortons une bonne cohésion entre les éléments de la CRS et la population. Nous remercions le président Ibrahim Traoré pour ce joyau. Le ministre de la Sécurité exhorte les FDS et la population à une franche collaboration afin de bouter l'insécurité hors du Burkina Faso. Au Niger, le ministre en charge de la santé et des partenaires techniques et financiers sont en visite à Agadez. Objectif, faire l'état des lieux des infrastructures sanitaires afin de renforcer le dispositif de santé. C'est ce que nous disent Moussa Efalaï et Bachir Harouna de la télévision nigérienne. Accueilli à Mataltal à 140 km d'Agadez par le gouverneur de la région d'Agadez, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a bénéficié d'un accueil chaleureux. Médecin colonel-major Garba Hakimi conduit une mission qui s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du plan de développement sanitaire et social 2022-2026. À l'issue de cette visite, les constats qui se dégagent comme point fort, c'est d'abord le fort engagement des agents de la santé rencontrés sur le terrain, la maîtrise de la situation épidémiologique, la disponibilité des intrants et des produits de santé, le respect de la gratuité des accouchements et la réduction des tarifs des soins de 50%. Au cours des échanges qu'il a eu avec les populations et les équipes à cadre de structures visitées, un chapelet de doléances a été présenté au ministre de la Santé qui a saisi l'occasion pour apporter des réponses appropriées aux préoccupations des populations. Le Mali, le Libéria, la Gambie et la Guinée-Bissau, c'est le verdict du groupe A du tournoi UFOA Zone 2. Le tournoi, c'est du 3 au 18 octobre dans 3 stades. Retour sur ce tirage avec Siragatou Sissi. Le Mali, le Libéria, la Gambie, la Guinée-Bissau constituent les équipes de la poule A. Le Sénégal, champion sortant, la Sierra Leone, la Mauritanie et la Guinée forment la poule B. Les 2 premières équipes de chaque poule se qualifient pour les demi-finales. Les finalistes iront à la CAN des moins de 17 ans et l'équipe classée 3e. Le tournoi
se déroulera du 3 au 18 octobre au stade Mamadou Konaté, au stade Wenzen Koulibaly et au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro. C'est à l'équipe de s'adapter. Je pense qu'on va jouer 2 pays anglophones. On va jouer la Guinée-Bissau. Maintenant, ce sont des pays généralement où la culture footballistique est différente de celle que nous faisons. Donc, c'est à nous de s'adapter. Donc, c'est un tirage, je pense, sur lequel on ne va pas cracher. On va travailler dur maintenant. On a commencé à travailler il y a 2 mois, on a sorti des groupes, voilà, donc je pense que maintenant l'essentiel maintenant va se consacrer sur la mise au vert. Accueillir la famille de la zone de Ouest A à Bamako pour ce tournoi est une fierté pour la FEMAFOOT. Notre pays, à travers la Fédération malienne de football, a présenté sa candidature pour accueillir ce tournoi et grâce au soutien du président de la transition et du ministre des Sports, toutes les conditions ont été réunies pour en faire un succès. Ce tournoi est plus qu'une compétition, c'est une fête pour la jeunesse de notre zone, une vitrine pour notre pays et une opportunité pour notre économie nationale. Nous voulons ainsi montrer que le Mali est prêt à accueillir d'autres grandes compétitions africaines et mondiales. Le Mali, terre d'hospitalité, ouvre ses portes à la sous-région. Le fait que la Confédération africaine de football ait eu confiance en notre pays, pour nous, c'est un grand honneur. Mais également, il y a un témoignage. Le témoignage comme quoi au Mali, nous pouvons venir ici, nous pouvons vivre ici, nous pouvons jouer ici et nous pouvons séjourner dans les meilleures conditions. Et je pense que cela est à saluer. Et merci à la CAF pour cette confiance. Et nous prendrons toutes les dispositions à travers notre département, à ce qu'on puisse, avec la Fédération malienne de football, rendre ce tournoi un des meilleurs tournois qui puisse être organisé dans la zone U-A. La fête du football sous-régional sera totale à Bamako et à Koulikoro. Le match d'ouverture opposera le Mali au Libéria au stade Mamadou Konaté. Le Maroc abrite la 4e édition du Grand Prix d'Afrique. Une forte délégation malienne conduite par le directeur général de PMU Mali prend part à cette rencontre. En marge des travaux, les participants ont pris part à un séminaire sur les loteries africaines, les nouveaux défis de la distribution pour une meilleure expérience client. Nos envoyés spéciaux à Casablanca au Maroc, Abdul Karim Kaba et Gaussou Ashtouri. 3, 8, 5, 1, 2, 6, combinaison jouée à 72 dirhams. Dans le contexte africain, notamment face au faible taux de bancarisation, l'utilisation selon l'apport de l'intelligence artificielle est la solution. Cette porte du futur est-elle sécurisée, fiable? Pourquoi c'est sécurisé? C'est que ça s'appelle blockchain, c'est-à-dire que dès que vous créez une communauté, et donc, quand on crée cette communauté, on va faire un certain nombre de contrôles que vous pouvez définir en fonction de la réglementation et de vos informations que vous souhaitez. Et toute activité a une trace. Et on a une trace et on a une chaîne. Si quelqu'un vient dans cette infrastructure et qui n'est pas invité, ça casse la chaîne. Et donc, le système s'arrête. Pour les patrons des loteries africaines, l'utilisation de l'intelligence artificielle va beaucoup simplifier et surtout permettra aux parieurs de bien coordonner les paris. Très importante pour le secteur par rapport à l'analyse des données, par rapport aux statistiques, par rapport au reporting, par rapport à l'analyse du comportement des joueurs, donc par rapport aux jeux responsables. C'est une bonne opportunité pour les loteries africaines. Voilà, ça permet aux parieurs, ça offre une grande possibilité aux parieurs, voilà, de gérer son budget, de pouvoir jouer sans problème. Si l'intelligence artificielle n'est pas bien maîtrisée ou tombe dans les autres mains, le résultat escompté ne sera pas atteint. Mais il faut mettre des garde-fous, voilà, et il faut avancer avec le développement. Mais l'intelligence artificielle, à mon avis, a des limites. Parce que, à mon avis, elle ne prend pas suffisamment en compte les données sociologiques, l'évolution démographique, les questions d'urbanisation et son encadrement juridique aussi est très très faible.
sinon quasi inexistant. Auparavant, l'occasion avait été donnée aux différents partenaires et sponsors de présenter leurs produits respectifs. Tour à tour, chacun dans son domaine a fait un exposé sur les réalisations et les résultats obtenus. Retour à l'actualité nationale. Le syndicat national des chauffeurs et conducteurs du Mali, le Conseil malien des transporteurs routiers et le syndicat national des transporteurs viennent d'être victimes de fake news annonçant une grève. Les responsables de ces syndicats apportent un démenti à cette information. Pour plus de précision, écoutons le secrétaire général du Synacor Mali, Moussa Barayogo. Il est interrogé par Bemba Sibi. L'humeur qui a été circulée, le Synacor n'a rien à voir dedans. Ils ont essayé de dire que le Synacor vraiment décide d'arrêter tous les véhicules parce que nous répondons à l'appel des chauffeurs et c'est ce qui est faux. Et il me semble même que c'est une communiqué conjoint qui a été faite. Et nous n'avons pas pris part, nous n'avons pas connaissance de cette communiqué et nous n'avons pas signé en réalité l'acte. L'appel que moi j'ai à lancer, c'est d'appeler une fois de plus nos camarades syndicalistes, routiers, d'aller s'exercer. C'est un fait qui nous interpelle tous. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de séquences par rapport à cet enjeu. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est les chauffeurs. Et je pense que nous sommes comme des militaires, on doit répondre à l'appel. On ne va jamais devoir laisser ce pays. Et c'est le seul pays qui nous appartient tous. Et nous sommes unanimes là-dessus. Et nous accompagnerons en réalité l'armée dans tout ce qu'il fait pour pouvoir protéger la population civile. Et nous sommes partants. Et je porterai encore une fois de plus pour votre information, et je porte plainte contre X1, parce que c'est un problème qui est très très délicat. Parce qu'en réalité, ce communiqué a été fait, nous n'avons pas pris part, nous ne sommes pas au courant, et le signature même du secrétaire général, qui est moi-même, a été imité. Et pour être plus complet, le syndicat national des transports du Mali tient à apporter un démenti à la prétendue déclaration conjointe signée en son nom à la date du 15 septembre 2025 qui circule sur les réseaux sociaux. Le syndicat national des transports du Mali informe l'opinion nationale et internationale qu'il n'est nullement auteur d'aucune déclaration conjointe avec qui que ce soit et se désolidarise de toute action de cette nature. Le syndicat national des transports du Mali invite ses militants et militantes à faire preuve de vigilance et de respect des consignes données par les autorités compétentes. Le syndicat national des transports du Mali se réserve le droit de porter plainte contre X pour chercher et traduire devant la justice le ou les auteurs de cette fausse déclaration. Le président du Conseil malien des transporteurs routiers a découvert ce jour avec stupeur sur les réseaux sociaux une déclaration dans laquelle figure entre autres son nom et une fausse signature qui lui est frauduleusement attribuée. La dite déclaration, dont le contenu est contraire à la réalité, n'exprime aucunement l'opinion ni du CMTR ni d'aucun transporteur routier du Mali. Bien au contraire, le président du CMTR et les transporteurs déterminés à assurer leur mission de désenclavement de notre pays sont témoins des efforts immenses que les autorités de la transition déploient pour juguler les difficultés que rencontrent les transporteurs routiers. Le président du CMTK tient à réaffirmer que les transporteurs routiers du Mali, tous segments confondus, conscients de leur mission hautement patriotique, soutiennent indéfectiblement nos autorités dans la recherche des solutions les plus idoines aux difficultés qu'ils rencontrent actuellement dans l'exercice de leur profession.
Voilà, nous ouvrons à présent un chapitre sur la santé avec la célébration de la 23e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle. C'est une initiative de la Fédération malienne des associations des thérapeutes traditionnels et herboristes. Cette commémoration avait pour objectif de valoriser le savoir-faire des tradis praticiens. Le thème retenu, renforcer la base factuelle de la médecine traditionnelle. Le reportage de Maïmouna Doumbia. Au cours de cette journée, plusieurs questions ont été abordées allant de la recherche scientifique à une meilleure promotion de l'intégration de la fédération dans le système de santé national. En célébrant cette journée, nous honorons notre passé tout en préservant l'avenir, celui d'une médecine traditionnelle africaine crédible, reconnue et intégrée dans le système de santé. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, exhorte les tradithérapeutes à s'impliquer davantage pour une meilleure couverture sanitaire. Ces savoirs ancestraux doivent être protégés pour la transmission des savoirs pour une couverture sanitaire universelle, ajoute-t-il. Le thème de cette année, renforcer la base factuelle de la médecine traditionnelle, est à la fois pertinent, mais aussi porteur d'espoir. Il nous invite à dépasser nos simples traditions orales pour inscrire notre savoir ancestral dans une logique de rigueur scientifique, d'effectivité prouvée et de reconnaissance institutionnelle. Des propositions sont faites durant la cérémonie pour la bonne organisation du secteur. Les participants ont fait l'état de lieu des 22 éditions passées et aussi former une fédération des tradithérapeutes des 3 pays de l'AES. Le développement du traitement traditionnel doit se faire aussi bien au Mali, au Burkina et au Niger. Et les dispositions prises aujourd'hui, c'est de fédérer toutes les associations des tradithérapeutes dans l'espace AES, de se mettre ensemble et pour pouvoir décider d'un traitement adéquat. Il s'agit de comprendre que le traitement traditionnel, ça se fait aussi bien au Niger, au Mali et au Burkina. Des avancées sont faites durant ces quelques années, mais il reste beaucoup à faire si les efforts sont fédérés, a laissé entendre le représentant du CNT. Le rendez-vous hebdomadaire du lundi s'intéresse à une maladie devenue un problème de santé publique. Il s'agit de l'AVC, accident vasculaire cérébral. Au Mali, l'AVC ischémique fait beaucoup de victimes par rapport aux autres formes. Il peut se manifester par des signes minimes et se termine souvent par une perte de connaissance. Il est provoqué par des maladies et d'autres facteurs de risque liés entre autres à l'alimentation et au manque de sport. Si la prise en charge n'est pas effectuée à temps, la personne touché peut faire le reste de sa vie avec les séquelles de l'AVC et dans le pire des cas, le décès. Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissi. L'accident vasculaire cérébral ou AVC constitue aujourd'hui un problème de santé publique. Il est considéré comme la 2e cause de décès dans le monde. Au Mali, l'AVC ischémique est la forme la plus enregistrée dans nos hôpitaux. C'est un vaisseau, une artère qui s'est bouchée au niveau de la tête et qui fait que la partie du cerveau qui est irriguée par cette artère n'arrive plus à avoir le sang, va s'ischémier et ne pas fonctionner. Il y a aussi les AVC hémorragiques. Donc, c'est un vaisseau, une artère dans le cerveau qui se rompt et qui laisse couler le sang dans le cerveau. L'AVC ischémique atteint 85% des malades, mais l'AVC hémorragique atteint environ 15% des malades. Et la thrombose veineuse cérébrale atteint moins de 1% des cas. L'AVC a plusieurs facettes et ces signes surviennent généralement de façon soudaine. Généralement, on voit un trouble du langage, c'est que la personne n'arrive pas à bien parler, à bien articuler. La personne peut faire tout le reste de sa vie sans pouvoir parler. Et ça, c'est pour les cas qui arrivent à survivre. Ça peut entraîner un trouble moteur, une faiblesse d'un hémicorps, soit du bras et de la jambe. Mais souvent, ces AVC peuvent se manifester que par des maux de tête.
des vomissements et d'autres troubles qui peuvent souvent être des troubles psychiatriques. Donc dans le cas précisément de l'AVC hémorragique, ça peut entraîner des troubles de la conscience, aller au coma. La cause de l'AVC n'est pas seulement liée aux maladies comme le diabète ou la tension artérielle, il y a également des facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque qu'on appelle modifiables, ça veut dire l'alimentation, la prise excessive des sels, la prise excessive des lipides, l'obésité qu'on peut éviter, le tabagisme, la sédentarité, mais il y a des risques aussi non modifiables. Par exemple, la vieillesse. Il y a aussi des facteurs génétiques dans l'AVC. Ça peut être lié à un problème cardiaque quelque part, des stress, des facteurs de risque de développer plus le diabète par exemple, ou de développer plus l'hypertension. Si l'accident vasculaire cérébral visait les vieilles personnes, aujourd'hui tel n'est plus le cas. Il peut toucher tous les âges. Le nouveau-né peut faire l'AVC. Pourquoi? Parce que depuis 10 ans, 20 ans, on constate qu'on a changé de comportement alimentaire, de comportement physique. Alors que l'alimentation qu'on avait avant, c'était une alimentation vraiment pauvre en sel, pauvre en sucre, pauvre en huile, et notre style de vie faisait qu'avant, on marchait beaucoup. Donc aujourd'hui, on a plus de jeunes qui sont hypertendus, plus de jeunes qui sont diabétiques, plus de jeunes, malheureusement, qui fument à l'âge d'adolescence. Son traitement dépend du type d'AVC et du degré de l'accident. Pour les AVC ischémiques, le traitement idéal, c'est soit de donner le médicament en intraveineuse pour aller diluer ce thrombus, ou faire entrer un fil qui peut aller déboucher la partie boucher la thrombose. Et pour les AVC hémorragiques, donc cette ampoule, soit on la remplit d'un constituant qui fait que le sang ne vient plus, ou bien on fait un clip pour fermer l'ampoule et empêcher une autre hémorragie. Ou des gens qui ont un problème cardiaque, c'est de résoudre le problème cardiaque. L'AVC est une urgence médicale. Plus la prise en charge est rapide, plus les chances de récupération sont élevées et plus les séquelles sont limitées. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes qui nous rendent un vibrant hommage ce soir à travers ce clip de soutien réalisé par l'ERTM et ses partenaires. À nos héros du front, l'honneur, le courage et la patrie. Pendant que certains détournent le regard, dans les zones les plus exposées du Mali, des hommes et des femmes veillent, se battent et tombent pour que nous puissions, ailleurs, continuer de croire en la paix, en la liberté et en l'avenir. Face au danger, ils ne reculent pas. Face à la peur, ils tiennent la ligne. Et face à l'adversité, ils répondent avec dignité, bravoure et fidélité à la nation. Des sacrifices qui dépassent les mots. Comment peut-on réellement remercier ceux qui offrent leur vie pour sauver celle des autres? Comment dire merci à ceux qui affrontent l'invisible et l'imprévisible dans des conditions extrêmes, souvent loin des regards et de la reconnaissance? La vérité, c'est que leur sacrifice dépasse l'entendement. Aucune parole, aucune cérémonie, aucun hommage ne suffira à mesurer ce qu'ils endurent, ni ce qu'ils donnent. Mais s'il est un moyen de leur rendre hommage à notre échelle, humblement mais sincèrement, c'est d'assumer notre part en se battant nous aussi à notre mesure. Nous ne portons peut-être pas l'uniforme, mais nous avons le devoir d'être, nous aussi, des combattants pour la paix, pour la sécurité, pour la souveraineté du Mali. Cela commence dans nos quartiers, nos villages, nos villes. Cela commence par le refus de la peur, le refus de la résignation, le refus de la complicité silencieuse. Cela commence par le fait d'ouvrir les yeux avec discernement et de refuser que l'ennemi s'infiltre dans nos vies par l'ignorance, la désinformation ou la division. Être citoyen, c'est refuser l'indifférence, c'est parler quand il le faut, c'est alerter,
c'est protéger, c'est transmettre le respect de notre drapeau et de ceux qui les défendent au prix de leur sang. Être fiers de nos soldats. Oui, nous devons être fiers. Fiers car il y a aujourd'hui au Mali des hommes et des femmes dignes, loyaux et fiers de porter l'uniforme, de hisser haut le drapeau malien et de défendre au péril de leur vie la souveraineté et la liberté de tous les Maliens. Ils ne se battent pas pour une région, ils ne se battent pas pour un pouvoir, ils se battent pour nous tous, pour que nos enfants puissent rêver, pour que nos terres soient libres, pour que notre Mali reste debout et uni. Devoir d'un peuple reconnaissant. En tant que citoyen, aimer mon pays, ce n'est pas seulement l'évoquer dans les chants ou les discours. C'est me battre à mon niveau pour faciliter le travail de nos héros. C'est être attentif, alerte, courageux et uni. C'est faire bloc contre la peur, contre la haine et contre la division. Avec un peuple uni, leur courage devient invincible. À nos FAMA, nous ne dirons jamais assez merci, mais nous vous le prouverons par notre engagement, par notre loyauté, par notre refus de céder à la peur. Vous êtes les gardiens de notre liberté et nous serons les gardiens de votre courage.